Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Guénic de la TBVB, l'Association des techniciens de bassin versant breton. Donc, bienvenue sur cette webconférence en partenariat avec le Forum des marées atlantiques. Je précise que cette webconférence fait suite à une première qui a eu lieu ce matin sur l'évaluation des travaux de restauration de zones humides. Donc, je vous mets le lien de la vidéo en dessous. Et donc, cette webconférence, nous allons aborder la boîte à outils de suivi des zones humides Ligero avec Audrey Durier du Forum des marées atlantiques. Donc, je vais lui laisser la parole et je vous souhaite une bonne webconférence et un bon visionnage. Merci. Alors, a priori, c'est bon. J'ai la main sur le diaporama. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je ne vois pas la bulle de chat, donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a une question. Si tu mets en affichage en côte à côte, tu auras la bulle de chat. Alors, je vais dans options d'affichage. Ouais. Afficher les commandes. Annoter. Je n'ai pas. Il faudrait que je quitte le mode plein écran sinon. Mince. Non, je n'ai pas côte à côte. Bon, si besoin, Armel, hein, tu me diras s'il y a une question sur le chat. Ok, ça marche. Merci. Alors, je me représente. Je suis Audrey Duriez du Forum des marées atlantiques. Donc, je suis basée au siège à Rochefort, en Charente-Maritime. Et j'interviens cet après-midi pour vous présenter la boîte à outils Ligero. Donc, Ligero a démarré en 2014. C'est un projet qui a bénéficié de fonds FEDER, donc de 2015 à 2018, et financé également par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. On est deux structures à travailler sur ce projet, donc à la fois le Forum des marées atlantiques et le Seine-Centre Val-de-Loire. Donc Ligero, vous avez... J'espère que vous voyez la souris, mais en tout cas, en haut à gauche, vous avez l'adresse Internet du projet. Donc, notamment, vous y trouverez l'historique, les formations, ainsi que les fiches indicateurs à télécharger et la calculette. Donc, cette année, on est sur le déploiement de l'outil. Aujourd'hui, on travaille essentiellement sur le porté à connaissance, sur la formation aussi des maîtres d'ouvrage aux indicateurs et aux protocoles. Donc, Ligero est issu, comme l'indique sur cette carte, du projet Roméo. Roméo qui est, lui, adapté sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Il propose un ensemble d'indicateurs avec des protocoles associés pour l'évaluation de l'état de la zone humide ainsi que l'évaluation des travaux. Et donc, Loire-Bretagne a souhaité en 2014 transposer cet outil sur le bassin. Donc, au départ, ayant bénéficié en plus de fonds FEDER, on s'est essentiellement concentré sur le bassin de la Loire. Donc, la Bretagne a été un peu laissée pour compte, puisque c'est une région qui n'a malheureusement pas bénéficié de sites tests. Mais depuis un an, on a étendu le projet sur la Bretagne. Donc, aujourd'hui, on a les référentiels qui sont adaptés sur cette région. Voilà, maintenant, Ligero englobe vraiment tout le territoire Loire-Bretagne. Donc, c'est un outil qui est mis à disposition des maîtres d'ouvrage qui animent des contrats territoriaux, mais aussi des plans de gestion, toutes les personnes qui ont besoin en réalité de faire un suivi de leur milieu géré, donc des zones humides, et d'évaluer les travaux.
Voilà un peu l'historique. Donc ça a demandé quelques années de mise en place. En 2014, on retrouve essentiellement la préfiguration. Donc en réalité, on n'a pas la totalité des indicateurs Roméo. On n'en a que quelques-uns, puisque Roméo en proposait 11 de départ. Et Ligero, on a décidé de se concentrer essentiellement sur la flore, les odonates, les amphibiens, la piézométrie et puis la pédologie. Donc il y a eu beaucoup de partenaires, à la fois sur donc le test des protocoles et puis pour les référents scientifiques. Donc en 2015, on a adapté un peu les protocoles à l'aide de ces référents scientifiques. Et puis 2016-2017, on est vraiment rentré sur 2 grosses années de test des protocoles. C'est-à-dire qu'on a testé chaque indicateur sur le même site. À la fois, on a essayé de tester sur toutes les typologies de zones humides. Donc au total, on est sur 84 sites tests qui aujourd'hui sont des valeurs de référence dans cette boîte à outils Ligero. Et à partir de là, en 2018, a découlé déjà les premiers résultats. On a pu également démarrer les formations et puis restituer le projet. Donc aujourd'hui, on propose, comme je l'avais précisé, des formations, mais également un appui, un accompagnement technique auprès des maîtres d'ouvrage. Et ça, sur finalement toutes les étapes que l'on a besoin toutes les étapes nécessaires à la mise en place de ces indicateurs. Donc, c'est-à-dire les objectifs que l'on choisit de suivre, à la fois donc l'aide au plan d'échantillonnage, le choix d'indicateurs, l'aide à la mise en place du protocole, donc ça peut passer aussi par les formations que l'on propose, également l'installation et l'utilisation de la calculette Ligero, puisque pour calculer la note, aujourd'hui un petit logiciel a été élaboré donc pour simplifier les calculs. Et puis on peut également vous aider à la réflexion, l'analyse et l'interprétation des données et indicateurs. Donc je commence un petit peu les grands items de ma présentation cet après-midi. Donc le premier point, c'est pour quel suivi? Voilà, Ligero peut répondre à quel suivi? Donc c'est à la fois pour 2 objectifs. On retrouve l'évaluation des fonctions du milieu humide. Et puis le deuxième, c'est l'effet des travaux. Donc c'est 2 objectifs qui peuvent également se regrouper. En réalité, la différence se porte vraiment sur l'échelle spatiale et temporelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas réaliser le même suivi au même pas de temps. Et ça ne demande pas non plus la même échelle d'études. Donc, par exemple, pour les effets de travaux, on se concentre plutôt sur la partie zone de travaux, donc qui est souvent plus petite. Donc, ce sont des indicateurs qui sont vraiment conçus pour analyser les tendances d'évolution à moyen et long terme. Donc, on va le voir par la suite. Donc, le premier objectif, qui est d'évaluer l'évolution des fonctions des milieux humides. On retrouve donc sur cette flèche la trajectoire écologique de la zone humide. Donc l'écosystème zone humide, lui, évolue spontanément, donc suivant différentes dynamiques. Donc c'est souvent sur des transformations lentes, ou alors elle peut aussi également subir des épisodes brutaux. En attendant, ça définit une trajectoire, donc lissée sur plusieurs années. Donc, évaluer l'évolution des fonctions des milieux humides demande donc un instant T, une première évaluation, donc pour lequel initialement on va vraiment se poser la question qu'est-ce que l'on souhaite suivre. On définit également des hypothèses d'évolution. On choisit également les fonctions que l'on souhaite suivre, et puis vient ensuite l'indicateur, les protocoles et les méthodes d'interprétation. Donc, quand on a une évolution comme ça
global à l'échelle de la zone humide, on est sur un pas de temps moins précis que si on étudiait l'effet travaux. Donc là, on recommande de réaliser un suivi tous les 5 ans. Bon, évidemment, en fonction des moyens financiers, ça peut être ajusté. Pour le deuxième objectif, qui est plus un rappel par rapport à ce qu'a évoqué Armelle ce matin, donc pour évaluer l'effet travaux, et c'est vrai que l'agence de l'eau souhaite vraiment que les maîtres d'ouvrage, si ils mettent en place l'IGERO, s'attardent vraiment sur cet objectif-là. L'idée est vraiment de rendre compte des travaux en fait, sur la zone humide. Donc, on a vraiment besoin au préalable d'avoir une connaissance historique du site, également d'avoir un état de référence à atteindre. Donc, même chose, on a les mêmes, au préalable, les mêmes questionnements. Donc, à la fois bien définir l'objectif de restauration, qui derrière va permettre d'identifier des hypothèses, de faire le choix des fonctions à suivre et des indicateurs. Donc là, on voit par rapport aux flèches jaunes qui viennent s'imbriquer entre les flèches bleues, on prend vraiment conscience que les pas de temps à suivre sont différents et sont même souvent plus courts, puisqu'on a notre état initial, donc souvent c'est N-1, donc l'année avant les travaux. Ensuite, on a l'année des travaux, puis ensuite, on peut réaliser les suivis après travaux. Donc là, les temps sont plus courts puisque le milieu, souvent en fonction des indicateurs que l'on suit, va réagir assez vite. Donc au départ, voilà, c'est pour rappel, on définit vraiment l'état initial. Ensuite, on établit déjà une tendance d'évolution. C'est ce que l'on recommande. C'est vrai qu'au bout de 5 ans, déjà, on peut voir qu'il y a un changement. Et puis, si on poursuit jusqu'à T+10, on vient souvent confirmer et valider cette tendance écologique. Donc, sur un même site, finalement, on peut même bénéficier de cette double évaluation. Donc, on a ce schéma, en fait, représente les deux objectifs. Donc, sur la gauche, on retrouve l'évolution de l'état global de la zone humide. Et à droite, on retrouve l'effet des travaux de restauration. Et c'est donc finalement, on a vraiment les grands principes que l'on étudie, les fonctions, et puis après vient se rattacher à la boîte à outils, les indicateurs, les protocoles et les méthodes d'interprétation. La différence, c'est vraiment qu'on a ce pas de temps de suivi, donc pour la partie effet travaux, qui va être beaucoup plus rapproché, et puis l'emprise également travaux, qui est souvent une échelle plus petite. Mais finalement, sur ce même site, on peut imbriquer les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, l'emprise travaux, à long terme, peut finalement apporter une information également sur le fonctionnement global de la zone humide. Donc, ces propos-là, je vais les illustrer voilà, par rapport à la stratégie d'échantillonnage. C'est un schéma que vous retrouvez finalement, puisqu'Armelle l'avait utilisé dans sa présentation. Donc, on retrouve encore sur la gauche l'évolution globale de la zone humide et à droite l'effet de la restauration. On a cette échelle de temps, donc la flèche centrale qui descend, donc avec T0 les travaux. Et on voit qu'au niveau de l'état initial, donc il en faut un, que ce soit pour les deux objectifs, et également pour le suivi après travaux, qui est donc à T+3, voilà, suivi de travaux, alors que si on était plutôt sur une évolution générale, on est à T+10. Malgré tout, le site finalement peut bénéficier des mêmes points de suivi, puisqu'en réalité, on peut imbriquer les deux plans d'échantillonnage. Donc là, c'est un exemple sur cours d'eau avec la zone humide attenante. On voit vraiment les carrés orange imbriqués avec les carrés rouges. C'est vraiment la seule différence, c'est la fréquence de suivi.
Voilà pour cette partie, quel suivi. Donc pour le... Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour la suite, donc quel indicateur et quel protocole? Donc, je vais enfin vous révéler un petit peu le contenu de ce document. Alors, sachant que pour information, le document lui-même, la boîte à outils, paraîtra normalement d'ici la fin de l'année. Mais en attendant, sur le site internet Ligero, vous avez vraiment la possibilité de télécharger uniquement les fiches. Donc, toutes celles qui sont affichées dans le tableau sont en libre service sur le site internet. Donc, voilà un peu les protocoles associés aux indicateurs. Donc, pour la partie fonction hydrologique, on retrouve la pédologie, la flore, les piézomètres. Pour la partie biologique, on retrouve des indicateurs faune, donc les odonates et les amphibiens, qui informent sur l'intégrité des peuplements au niveau de la zone humide. Et puis la partie biogéochimique, où on retrouve la flore et l'indicateur trophique. Alors, dans la présentation qui suit, je vais me concentrer sur les indicateurs pédologie, flore, piézométrie, odonate, amphibien. J'ai fait le choix de ne pas évoquer l'indicateur trophique. Il est celui-là tout nouveau. Il n'est pas non plus intégré au niveau des suivis nationaux. Et puis, c'est un indicateur aquatique qui est plutôt évoqué sur les marées. Donc là, les prochains là, que je vous présente peuvent être appliqués sur tout type de zone humide. Donc, le document comporte des fiches, comme vous le voyez là sur la gauche. Donc, chaque thématique a une fiche indicateur, une fiche protocole et une fiche aide à l'analyse et l'interprétation. Donc, c'est plutôt complet. Et au tout début du document, donc, vous aurez une aide au choix des indicateurs. Donc, la fiche indicateur, elle, comporte plutôt des fondements scientifiques, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que mesure l'indicateur. Ensuite, on rentre plutôt dans le détail de la mise en place. Donc, est associée à cette fiche la fiche protocole, donc c'est-à-dire comment on mesure cet indicateur. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est que vous avez des éléments sur le matériel, les coûts. Vous avez également accès à la fiche terrain. Voilà, pas mal de détails avec des exemples à chaque fois sur la mise en place du plan d'échantillonnage. Et puis ensuite, vous retrouvez la fiche analyse et interprétation. Donc, comment je calcule la valeur de l'indicateur et comment l'interpréter. Donc, la même chose, beaucoup d'exemples sont évoqués dans les fiches, et puis également des informations à l'échelle, des valeurs à l'échelle globale, donc c'est-à-dire à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, pour comprendre où se situe le site que vous suivez. Mais je serai plus précise par la suite. Voilà, donc je commence par le niveau d'humidité du sol, donc par la pédologie. Donc là, en réalité, à partir des horizons supérieurs, on définit une note. Donc c'est vraiment à l'aide des traits d'hydromorphie que l'on observe. Donc ça, c'est au moment de la collecte de l'information. Donc on réalise un sondage pédologique à la tarière. On définit vraiment les différents horizons que l'on observe, comme on voit sur la photo. Et à partir de là, on note plein d'éléments donc, que vous voyez. Ça comprend la teinte, la profondeur, la texture, l'humidité. Voilà, c'est des petites choses qui sont précisées dans les fiches terrain. Il y a des choses assez simples comme des choses un petit peu plus complexes à évaluer. Donc, c'est pour ça souvent qu'on apporte justement une aide. Et donc, sur la carte, vous avez un exemple de mise en place du transect pédo. Donc, en fait, il est recommandé d'avoir des points de relevé qui sont à intervalles réguliers.
le long d'un transect. Et puis souvent, on le place de la périphérie au centre de la zone humide. Bon, voilà ce qui est recommandé. Après, en fonction de comment est fait le milieu, voilà, on fait un peu ce que l'on peut. Ensuite, pour la flore, donc là, j'ai regroupé les deux indicateurs qui utilisent le même protocole. Donc, un protocole flore va permettre d'avoir une information sur l'indice floristique d'engorgement et sur l'indice floristique de fertilité du sol. Alors, je n'ai pas précisé, mais les petits codes que vous voyez, I02, I06, la pédologiste et I01, sont des codes qui sont communs aux indicateurs Roméo. Voilà, donc on a repris les mêmes. Alors pour l'indice floristique d'engorgement et l'indice floristique de fertilité du sol, on se base sur des valeurs indicatrices des espèces. Donc en réalité, en fonction de l'abondance d'une espèce, on va associer un code d'engorgement et un code de fertilité. Donc ça, c'est dans le calcul après de l'indicateur. Pour l'inventaire, en fait, on réalise des placettes, même chose à intervalles réguliers le long d'un transect. Donc, ce que l'on voit, voilà, c'est les fleurs qui sont en symbole là, sur la carte. Et donc, à chaque relevé, on identifie l'espèce, la taille de la placette, le recouvrement, voilà, des informations qu'il faut renseigner dans la fiche terrain. Autre élément, donc sur les piézomètres. Donc là, c'est vraiment le suivi de la variation de la nappe. Donc, c'est la pose d'un piézomètre. Donc, on le voit ici, là, tout en haut de la zone humide. À l'aide de sondes automatiques, hein, comme l'avait évoqué Armel. Donc souvent, c'est même préconisé d'avoir les sondes automatiques, notamment pour les sites souvent qui ne sont pas évidents d'accès. Il est même recommandé de relever régulièrement les données au cas où une sonde déciderait de ne plus fonctionner. Et voilà, pour s'en apercevoir rapidement. Mais on peut vraiment avoir des informations à des pas de temps réguliers, hein, toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les heures. Enfin, c'est libre à nous de paramétrer la sonde. Et donc, pour la présentation des indicateurs, là, je terminerai sur les indicateurs faune. Donc, j'ai rassemblé, même chose, les deux sur la même diapo. Alors, pas parce qu'ils ont le même protocole, mais parce que l'indicateur est basé sur le même principe, c'est-à-dire qu'on étudie l'écart entre le peuplement observé et le peuplement attendu, ce qui nous renseigne sur le degré d'intégrité. Donc, pour les odonates et pour les amphibiens, en fait, au préalable, il faut identifier les habitats. Donc, soit l'habitat odonatologique, soit les habitats amphibiens. Donc, pour l'exemple sur la carte, ce sont des mares temporaires qui sont présentes. Donc, ça fait partie de ces habitats-là. Donc, on les identifie et ensuite, dessus, on peut réaliser le protocole. Donc, par exemple, pour les odonates et même pour les amphibiens, il y a 3 passages sur l'année. Alors, pour les odonates, on va relever s'il y a des exuvies, si on voit des émergences, si on voit des accouplements, de la ponte. Et pour les amphibiens, ça va être donc des inventaires à la fois diurnes et nocturnes. Ouais, il faut prévoir une nuit d'inventaire. Donc, on étudie donc les amphibiens à la fois à la lampe, au troubleau, à la vue, à l'écoute. Voilà, toutes sortes d'informations qui peuvent nous aider à révéler la présence d'espèces et à l'identifier. Voilà pour la partie indicateur protocole. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, je poursuis sur comment les utiliser. Donc là, ce sera une synthèse en réalité de ce que je vous ai évoqué.
C'est-à-dire qu'au départ, on insiste vraiment sur l'identification de l'objectif de suivi. Voilà, c'est important de bien le définir parce que derrière, on vient imbriquer les pas de temps de suivi, le choix des indicateurs, vient en découler vraiment tout le reste. Donc là, on met un rappel sur les indicateurs à disposition des maîtres d'ouvrage. Donc certains sont plus ou moins accessibles. Certains vont vraiment demander une connaissance assez pointue. Et d'autres où finalement, à partir d'une journée de formation, on peut se permettre de l'appliquer. Alors souvent, moi ce que je vois, c'est que ce sont des bureaux d'études qui réalisent les suivis. Mais selon vos degrés de connaissances, certains thèmes peuvent être accessibles. Par exemple, bon, je ne suis pas une experte en amphibien, mais voilà, en ayant des bases déjà, on peut se permettre d'identifier certaines espèces. On peut également s'aider d'associations, de partenariats. Les piézomètres, bon, comme l'avait montré Armel, c'est souvent l'installation au début qui peut être un petit peu complexe, mais après, une fois que la sonde est en place, on peut aller sur le site et puis relever les informations. Alors Audrey, on a une question sur les Alors oui, amphibiens. pour les Pourquoi ne pas, amphibiens, ouais, pourquoi ne pourquoi pas ne pas utiliser des utiliser des protocoles simples? protocoles simples comme par exemple Amphicat, Ouais. utilisés par les réserves naturelles? Alors, les amphicap, en effet, au tout début du protocole Ligero, on avait fait une adaptation. C'est-à-dire que le protocole Roméo, on l'avait un peu revu. Et on avait préconisé d'utiliser les amphicap. Bon, finalement, ça n'a pas été retenu. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Mais si vous voulez, on transpose vraiment le protocole qui est utilisé sur Roméo. Donc, au final, ça a été un protocole imposé en soi. C'est vrai qu'il existe d'autres protocoles au niveau national sur l'inventaire des amphibiens, mais le choix a été fait de transposer celui de Roméo. Ouais, Les je me amphicap, permets, oui, je me permets de préciser que dans les fiches indicatrices de Roméo, tout l'explication des protocoles utilisés, pourquoi c'est ces protocoles qui ont été utilisés est bien décrit, et on peut aussi aller chercher les rapports d'études en fait qui ont amené au choix des indicateurs, où il y a l'explication finalement de tous ces choix qui ont été faits et retenus au final. ouais, c'est ce que justement je voulais dire par la suite. C'est en effet, il n'y a pas que les amphibiens en fait. Pourquoi utiliser ces protocoles Donat ou autres plutôt que des protocoles existants déjà au niveau national? C'est vraiment un choix de Roméo, et c'est vrai que si on veut aller à la source, en effet, les documents expliquent le pourquoi du comment. Après, bon, les amphicap, soit je ne sais pas. C'est vrai qu'on était parti du principe que de nuit, on irait en poser. Puis finalement, on a simplifié. Alors, on peut quand même, à l'aide de Troubleau, réaliser voilà, l'inventaire comme ça. Mais pour avoir eu des retours des bureaux d'études, c'est vrai que ce n'était pas forcément évident d'aller poser l'amphicap de nuit, puis revenir 2 heures après pour aller les relever. Bon, c'était peut-être aussi le côté pratique qui a été retenu. D'accord. Donc voilà pour cette partie, donc pour la synthèse de comment les utiliser. Je poursuis donc sur comment calculer les indicateurs. Donc, on a une calculette, donc qui, même chose, a été
élaboré dans le cadre de Roméo. Et donc, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, les financeurs ont souhaité également la transposer. Pourquoi? Parce que en soi, l'outil est plutôt pratique, dans le sens où on rentre les données. Donc ensuite, ça génère un tableur où finalement on conserve nos données brutes. Et puis, elle permet d'un simple clic calculer la note. Puisque c'est vrai que derrière tous ces relevés de terrain, vient se mettre en place des formules pour générer la note indicatrice. Donc là, la calculette réalise tout ça pour nous. Donc ça a été, cette transposition a fait l'objet d'un travail quand même avec le FMA, enfin le Forum des Marais, et puis l'Association régionale de biodiversité de Nouvelle-Aquitaine, pour à la fois adapter les référentiels, donc par exemple les référentiels flore, odonate et amphibien, qui ne sont pas les mêmes que sur Rhône-Méditerranée-Corse. Puis ils ont profité un peu pour revoir l'ergonomie, l'interface de la calculette. Bon, ils ont simplifié des petites choses. Donc c'est un outil qui a quand même, donc, que l'on télécharge sur notre PC. Aujourd'hui, il est téléchargeable via le site ligero.org. Et puis il a de temps en temps besoin d'Internet pour la mise à jour des référentiels. Mais sinon, on peut l'utiliser sans Internet. Donc ça, c'est une interface, un exemple d'interface qui est présent. Donc là, je souhaitais en fait vous montrer un petit peu le lien en fait de la fiche terrain à la calculette. Donc là, on est sur la fiche terrain odonate. Là, on a l'interface également. Donc par exemple, donc on voit qu'il y a quand même quelques informations à noter. Donc l'observateur, la date, le site de passage, la durée d'observation. On peut noter aussi des éléments sur la météo. On a aussi le descriptif du suivi, donc l'habitat odonatologique, les points GPS. Et ensuite, on rentre dans ce tableau-là les espèces et noter si on l'a vu en tandem, accouplement, émergence, voilà, toutes sortes d'informations qui seront intégrées à la calculette. Donc, par exemple, pour la partie observateur, donc on le voit ici. Donc là, on reprend, on a le nom, la date, le nom de l'observateur, l'organisme et l'habitat odonatologique. Ensuite, si je veux rentrer le nom de l'espèce et son comportement, donc c'est ici, c'est-à-dire que d'un clic, on a une liste déroulante. Donc on peut taper les premières lettres de l'espèce et là, voilà, on retrouve déjà leur nom. Donc on n'a plus qu'à cliquer dessus. Donc c'est pour aussi éviter un peu toutes les fautes de frappe. Et ensuite vient générer le comportement. Donc parmi la liste de choix, ce que l'on a observé sur le terrain. Et donc là, par exemple, c'était, alors je ne sais plus, je crois que c'est le nombre d'espèces. En fait, c'était surtout pour vous montrer, donc il n'y a pas que ça, mais il y a d'autres informations sur la fiche, que ce que l'on remplit sur la fiche, on ne le remplit pas forcément sur l'interface de la calculette. En fait, c'est pour vous faire comprendre que l'information que l'on stocke sur la fiche, elle n'est pas toujours utile pour calculer la note. En revanche, il faut quand même conserver ces informations-là parce que c'est une aide à l'interprétation. Voilà, et ça, c'est quasiment présent sur toutes les fiches terrain Ligero. Donc, c'est vrai que la calculette vient en soi simplifier l'information puisqu'on ne rentre pas la totalité. Mais c'est vrai qu'il est quand même important de conserver nos suivis, enfin nos fiches terrain. Donc ça, c'était pour la calculette. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière la calculette? Il est souvent essentiel de comprendre le calcul pour voilà, savoir pourquoi on a cette note et puis même pour les comparer d'une année à l'autre.
comprendre pourquoi elle baisse ou elle augmente. Voilà. Donc, tout ce que je vous évoque là est décrit dans la boîte à outils. Donc là, j'ai pris l'exemple des indicateurs FLOR. Donc, pour comprendre le calcul. Donc, j'ai dû prendre l'exemple, je vous avoue, le plus simple, parce que certains calculs sont un petit peu plus complexes. Donc, pour éviter de vous embrouiller, je suis partie sur la FLOR, donc à partir d'un tableur des données brutes que l'on voit affichées sur la diapositive. Donc, les codes que l'on peut observer, par exemple, tracking point, relève l'identifiant du relevé. L'abondance, donc c'est ici, donc c'est notre valeur d'abondance. C'est des noms, donc c'est un code taxref de l'espèce. Donc, à partir de ce tableau de données brutes, on va générer la valeur du recouvrement de l'abondance. Donc, ça, c'est l'étape 2. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de mon tableau d'abondance, je vais associer une valeur de recouvrement. Donc, on le note ici. Donc, l'abondance plus prend le recouvrement 0,5. L'abondance 1 prend le recouvrement 3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses que... Alors, dites-vous bien qu'au début, il n'y avait pas la calculette. Donc, c'est des choses qu'on faisait à la main. Donc, maintenant, c'est super, l'outil existe. Mais là, maintenant, c'est vrai que ça permet de bien voir les étapes et de comprendre. Donc, voilà, chaque valeur d'abondance est associée à une valeur de recouvrement. Donc, cette valeur de recouvrement va nous servir par la suite. Ensuite, récupération donc, des valeurs de nutriments et d'humidité. Donc, je le redis, à partir du protocole FLOR, on peut avoir les deux indicateurs. Donc, en fonction du recouvrement, on associe une valeur d'humidité et de nutriments. Enfin, en fonction de l'espèce, pardon. On identifie l'humidité et les nutriments. Donc ça, cette note-là, en réalité, c'est la moyenne des valeurs indicatrices de Landau, de Julf et de Dellenberg. Donc ça, c'est à disposition. Donc j'ai mis les références juste ici. Dellenberg, par exemple, c'est sur la base FLOR qui est téléchargeable sur Internet. Donc voilà, on crée une nouvelle colonne pour associer les valeurs. Et donc par la suite, ces valeurs-là vont nous servir au calcul de l'indicateur. Donc par exemple, pour l'engorgement. Donc pour le relevé, on calcule HRS sur RS. Donc HRS, c'est la somme de cette colonne-là, d'humidité, donc sur la somme du recouvrement, qui en réalité, ici, c'est la même. Vous voyez, là, on a les mêmes valeurs dans cette colonne-là. Donc HRS, la somme sur la somme de RS. Donc on a une note de 5,40. Les nutriments, c'est le même principe. Donc, c'est la somme de NRS sur RS qui reste, voilà, toujours, on retrouve toujours les mêmes valeurs. Donc, on a une note de 5,59. Voilà un petit peu le détail de ce calcul. Donc, une note, c'est bien. Après, 2, 3, 4, c'est mieux pour pouvoir comparer. Donc ça, on va pouvoir le voir par la suite. Donc la note, c'est vraiment un état à l'instant T. Si on veut étudier la tendance d'évolution, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est là où c'est important de faire un suivi 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Donc, il faut les multiplier. Alors, je vois une question. Alors oui, une note sur combien? Oui, merci pour la question. En effet, il n'existe pas de valeur seuil. Cette note, il est important qu'elle soit comparée à une autre.
Et c'est l'augmentation, la diminution qui fait que ça va nous indiquer sa trajectoire écologique. Alors, pour certains indicateurs, pardon, on le verra par la suite, mais on a en fonction si elle se rapproche plus de 0, par exemple, voilà, on s'éloigne en fait de l'objectif à atteindre. Mais en réalité, on n'a pas de valeur seuil dans ce cas précis. Alors, si vraiment si on ne bénéficie pas d'une deuxième année d'études, donc une deuxième année de suivi, c'est un peu dans la boîte à outils. Donc là, je n'ai pas intégré les graphiques dans le diapo. Mais on retrouve, c'est un peu ce qu'a évoqué Armel en fait tout à l'heure. C'est-à-dire que les 84 sites tests ont finalement servi de valeur de référence à l'échelle Loire-Bretagne. Donc, c'est-à-dire que par typologie, on retrouvera, c'est-à-dire entre le type marée-lagune, le type tourbière, on verra à peu près, grâce à la génération de ces 84 sites, on verra où se trouve la tendance. Voilà. Donc, c'est vrai que si vraiment on n'a qu'une année de suivi, ça peut être déjà un point de comparaison. Mais en réalité, il faut avoir d'autres années de données. Alors, là, je suis sur le chat. C'est une note sur combien cela se pose-t-il qu'on ait de valeur sur des sites témoins? Oui, également, on peut se baser sur des sites témoins. Alors, on ne recommande pas forcément les sites témoins dans le cadre de l'IGIRO, puisqu'on peut se baser sur finalement le résultat des 84 sites qui ont été testés à l'échelle du bassin. Voilà, mais libre à vous d'avoir un site témoin et en effet de comparer les notes. Voilà, comme l'évoquait Armel ce matin. Ok, donc je poursuis. Donc, comment les interpréter? Là, je suis sur le dernier volet de ma présentation. Donc là, c'est pour vous donner quelques exemples. Ce n'est pas la partie la plus facile à expliquer, puisque souvent, il faut vraiment s'aider de cas concrets. Donc là, j'ai essayé de vous exposer un site test et puis d'en retirer quelque chose. Alors, donc, je vais vous présenter les résultats sur le marais de Garandon. C'est un des sites tests de l'IGIRO, qui est situé sur la Loire-Atlantique. Donc, c'est une parcelle sur un marais. Donc, c'est une végétation plutôt homogène. C'est une type prairie pâturée, hein. Donc, qui est située quasiment au bord de la Loire. Donc, on a déjà une influence d'eau salée à cet endroit-là. Donc, c'est un site qui est géré par le département et puis c'est le conservatoire, conservatoire du littoral, qui est propriétaire. Donc, les données que je vais vous évoquer sont issues des tests de protocole en 2016-2017 et c'est le bureau d'études SCE qui les a mis en œuvre. Donc là, pour ce site-là, on ne sait pas l'objet c'est une parcelle qui n'était pas intégrée dans un contrat territorial. Elle ne fait pas non plus l'objet de travaux de restauration ni de changement de pratique. Donc, en réalité, on évalue, à partir des premières informations que l'on a, on évalue l'état de la zone humide et son évolution globale. Donc, sachant qu'on est sur une prairie pâturée. Donc, elle a, comme vous le voyez, donc elle est située comme ça en long. Donc, du nord au sud, on a la présence de 2 mares. Et puis, pour le transect, finalement, on a essayé de suivre la longueur de la parcelle. Alors, voilà les premiers résultats. Donc, au niveau de l'humidité, d'humidité du sol, pour la pédologie, on a un exemple de représentation graphique. Donc ça, c'est une représentation intéressante dans le sens où c'est vraiment une aide à l'interprétation. Donc,
la note globale que vous voyez en 2016 donc, est de 5,22 et en 2017 de 4,8. Donc on voit une diminution de la note au bout d'un an. Si on veut décrire, enfin si on veut aller un petit peu plus loin dans la compréhension de cette note, on peut représenter sur une carte, sur chaque point, la moyenne de l'information, voilà, donc par placette. Donc avec ce degré, ce gradient d'humidité, voilà, ça peut être représenté sous cette forme. Donc là, on voit bien l'étier, là, juste au sud de cette parcelle. Donc on a vraiment de représenter les types de traits hydromorphiques, hein, voilà, par placette. Et en fait, si la note diminue, ça traduit évidemment l'assèchement. Donc là, on a, c'est vrai que d'une année sur l'autre, on voit une diminution. Bon, alors c'est là où c'est compliqué parce que finalement, 2 années, surtout aussi proches, avec par exemple les aléas climatiques que l'on a, ou bon voilà, c'est un peu particulier ces 3 dernières années. Un suivi comme ça tous les ans n'est pas forcément représentatif de l'évolution de la zone humide. Il faudrait un patin un petit peu plus long, par exemple tous les 5 ans, hein, si c'est comme ça une étude globale, hein, de l'évolution de la zone humide. Là en plus, c'est biaisé puisque bon, on a perdu de l'information. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on a un point en moins d'inventaire sur le transect. Bon, voilà. Et puis là, on voit que a priori, ce serait plutôt très humide au nord et un peu moins au sud, alors qu'on est au bord de l'étier. Alors, on s'est demandé s'il n'y avait pas un effet drainage de l'étier, pardon. Voilà un petit peu les différentes questions que l'on peut se poser. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je poursuis sur un autre résultat. Donc la flore, par exemple. Donc on est, comme je le disais, on était sur un habitat type prairie pâturée. Donc là, c'est plutôt prairie subhalophile, hein, il y a vraiment une influence de l'eau de mer. Donc on est sur un milieu assez homogène. Alors il y a, comme le montre ce graphique-là, une forte différence au niveau diversité spécifique, qui est assez étonnant. Donc, c'est-à-dire que pourquoi d'un coup, l'année suivante, on a plus d'espèces. Alors, c'est simple. Donc, il faut tout simplement se mettre en accord avec l'agriculteur qui met ses vaches sur le site, et de préférence après l'inventaire qui est réalisé. Donc là, on préconise un inventaire en juin. Et je pense que c'était un peu juste pour la mise auprès des vaches, puisque si je me souviens bien, le printemps était plutôt bon cet été, enfin à ce moment-là, et donc il avait mis ses vaches un peu plus tôt. Donc voilà, et donc forcément, quand les vaches viennent pâturer, on perd de l'information sur l'identification des espèces. Et donc, au niveau de l'indicateur, malgré tout, on peut quand même essayer de générer une information, hein. Donc, on a en 2016 une note de 5,91 et en 2017 de 6,83. Alors, je vois qu'il y a une question. C'est la richesse spécifique et non la diversité spécifique. Alors, attendez, je reviens en arrière. Alors là, je représentais surtout les données pour la diversité spécifique, donc le nombre d'espèces. Je ne sais pas si je réponds à la question. Sinon, je vous laisse la parole. Sinon, entendu, conservatoire, je me permets de... Je pense qu'il s'agit de la richesse spécifique, c'est le nombre. Alors, je m'excuse, mais j'entends très mal, il y a un écho. Ah, pardon.
Alors là, c'est un peu... Juste pour préciser qu'il doit s'agir de la richesse spécifique et non de la diversité spécifique. Le nombre d'espèces, plutôt la richesse spécifique. Alors, pardon, j'entends mal. En fait, vous me demandez pourquoi j'ai choisi la diversité spécifique, c'est ça? Bah, en fait, je me permets de prendre la parole. En fait, la diversité spécifique, c'est pas la même chose. Du coup, là, c'est la richesse spécifique. Que la diversité spécifique, c'est un indice bien particulier qui prend en compte les abondances et la richesse spécifique, comme un indice de Shannon, par exemple. Ah oui, d'accord. Ok, donc, alors pardon, c'est juste une erreur, en effet. Là, on est sur la richesse spécifique, pardon. Voilà, on est sur un... Ouais, on n'est pas aussi poussé. Là, c'était juste une représentation du nombre d'espèces pour voir un peu la différence qui existait entre 2016 et 2017. Voilà, donc je corrigerai sur le diaporama. Donc, merci pour cette précision. Alors, je poursuis sur l'indice. Donc, on a également une représentation cartographique qui peut être faite, également avec le gradient d'humidité. Donc, ça vient finalement se lier avec les informations sur la pédologie. C'est-à-dire qu'on a un niveau d'humidité qui est plus important au nord qu'au sud. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça vient vraiment confirmer l'information. Donc, donc, on s'en doute finalement, il y a une augmentation de la note en 2017 parce qu'en 2016, on avait beaucoup, beaucoup moins d'espèces. Donc, même chose, l'information peut également renseigner sur le niveau de fertilité. Donc là, c'est aussi une représentation cartographique intéressante. Donc finalement, quand vous allez accumuler un certain nombre de notes, la calculette pourra vous montrer un graphique. C'est-à-dire qu'à partir de la deuxième année de données, la calculette va générer un graphique type, ce que l'on peut voir sur Excel, et donc avoir cette tendance d'évolution. Donc là, en revanche, ici, c'est plutôt un travail sur Carto, qui est plus fin, mais qui en soi mérite d'être réalisé et qui est beaucoup plus parlant. Voilà pour cette information. Ensuite, pour l'hydrologie, là, je rejoins un peu ce qu'avait évoqué Armelle sur la boîte à moustaches. Donc là, 2016-2017, on n'a qu'une année hydrologique de données. Donc, on n'a qu'une seule boîte à moustaches. Donc, en soi, elle n'est pas parlante. Mais sachez que la médiane qui est située ici représente en fait la note que l'on pourrait attribuer à cet indicateur. Mais si on veut sortir de cette boîte à moustaches, on peut avoir la représentation graphique type qu'avait montré Armelle. Alors voilà. Donc là, je suis désolée pour la présentation. Faut basculer la tête. Mais on retrouve vraiment donc en bleu la courbe de variation de la nappe. À cela peut être associé deux informations. Donc, on a la pluviométrie. Donc là, vous voyez ces l'histogramme en rouge. Donc, c'est des informations que j'avais récupérées via Météo France, il me semble. Donc, il y a juste à noter un peu la période. Et puis, voilà, vous pouvez déjà associer ces informations-là à la courbe. Donc, il y a vraiment, on peut voir un effet de la pluviométrie. Donc, au niveau des flèches, puisque il y a un cumul justement de ces précipitations, ici aussi. Voilà, donc une année hydrologique, en fait, ça se base sur des valeurs du 1er septembre à l'année N-1 au 31 août de l'année N. Donc ça, dans la boîte à outils, c'est l'année hydrologique. Donc c'est pour ça qu'on part de l'automne, ça commence par l'automne, ensuite hiver, printemps, été. Malheureusement, on n'avait pas pu poursuivre
ces informations-là, donc je ne bénéficie pas de 2 années hydrologiques de données. Autre lien que l'on peut faire, donc là, vu que mon site était situé proche de la Loire, on peut associer les marais à ce graphique. Donc, c'est tout ce que vous voyez en rouge orangé là derrière. Et donc, on peut observer un petit effet marée, voilà, la période de charge de la nappe, donc à cheval sur l'hiver-printemps. Voilà, donc on voit que ça suit, hein, les courbes à cet endroit-là quand même se suivent quasiment. Voilà, donc ça c'est un exemple de représentation de l'information. Donc là, je vais poursuivre sur les 2 derniers indicateurs, les indicateurs faune. Donc pour l'exemple des odonates, on a donc sur ce site-là seulement 3 espèces qui sont présentes. Donc on avait l'agrillon jouvencelle, l'agrillon élégant et puis l'orthétrum réticulé. Donc ce sont des espèces qui ont quasiment été présentes sur les 2 années. En réalité, il n'y a que l'agrillon élégant qui était vraiment présente en 2016 et 2017. On a un indicateur qui n'évolue pas en soi, peu d'espèces, mais voilà, on a un indicateur qui se stabilise. Alors, si on veut aller un petit peu plus dans le détail pour comprendre ce résultat-là, et c'est souvent nécessaire de passer par là, donc vous retrouverez également les étapes dans les fiches analyse et interprétation. En fait, on évalue la qualité de l'information collectée. Ça donc s'évalue à travers 2 analyses. La première, c'est l'efficacité d'échantillonnage. Donc, on a la richesse observée sur la richesse estimée. On a ce seuil donc, qui est de 75%. Donc, si c'est supérieur à 75%, le résultat de l'indicateur est fiable. Alors, pour le marais de Garandon, donc à partir des données observées et estimées, donc je rappelle, l'indicateur est basé sur le peuplement attendu, le peuplement observé sur le peuplement attendu. Donc, sur le marais de Garandon, en 2016, on a plus de 75%, et c'est également le cas en 2017. La deuxième analyse que l'on propose, c'est le degré d'autochtonie du peuplement. Donc là, pour chaque espèce contactée, donc vous allez inventorier, on attribue une classe d'autochtonie. Donc, c'est le pourcentage d'espèces ayant la classe certaine et probable. Donc, certaine, la classe certaine qui est ici, en réalité, c'est tous les individus que vous allez croiser en exuvie ou émergence. Également, la classe probable. Probable, ça détermine les individus que vous avez vus en immature ou en ponte. Il y a 2 autres classes qui, ceux-là, ne sont pas intégrés dans ce degré d'autochtonie qui est possible ou douteuse. Donc, souvent... douteuses avaient souvent été observées sur ce site-là, puisque c'était des individus finalement qui étaient isolés, sans comportement. Voilà, on les voyait, on notait leur présence, mais ils n'avaient pas de classe d'autochtonie en soi. Donc, si parmi ces résultats-là, vous avez plus de 30%, l'indicateur est fiable. En réalité, pour le marais de Garandon, on avait moins de 30%. Donc, c'était peu fiable. Donc, en fait, ça vient tout simplement illustrer le fait qu'on avait beaucoup observé d'individus isolés, pas avec franchement de comportement en soi qui était dans une classe certaine ou probable. Donc, ça vient vraiment appuyer sur ce degré d'intégrité du peuplement d'odonates. Donc voilà les 2 analyses que l'on peut vous proposer qui viennent vraiment comprendre le résultat, malgré la note que l'on a. On avait auparavant 5,6. Vous voyez que 5,6, quand il n'y a pas de seuil, ce n'est pas parlant. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de réaliser ces 2 analyses pour comprendre si l'indicateur est fiable. En réalité,
on aurait dû faire une analyse au tout début, avant de démarrer l'inventaire. Donc ça, c'est bien précisé dans la fiche, c'est-à-dire qu'il faut vérifier le degré d'affinité à l'habitat. Donc c'est au moment du plan d'échantillonnage, quand vous identifiez les habitats odonatologiques, il faut déjà prendre conscience, enfin avoir connaissance des espèces qui ont un degré fort avec l'habitat que vous avez identifié. Si c'est le cas, vous pouvez réaliser l'inventaire. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas recommandé de poursuivre sur les odonates. Voilà, il vaut mieux se concentrer sur un autre indicateur. Alors, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais dans la boîte à outils, on n'est pas obligé de tout appliquer. Hein. C'est voilà, en fonction des moyens que l'on a et puis de la question surtout auquel on souhaite répondre, on peut utiliser un comme plusieurs indicateurs. Donc là, c'est un exemple comme quoi les odonates ne sont pas une obligation en soi, si on souhaite que l'indicateur soit pertinent. Voilà pour cet exemple. Et puis, je terminerai sur les amphibiens. Donc, pour le marais de Garandon, on avait, c'est un peu comme les odonates, finalement, on avait trois espèces qui étaient présentes. Donc, une espèce que l'on retrouve souvent, donc la grenouille rieuse, ainsi que la grenouille verte. Donc, grenouille rieuse, grenouille verte, et puis ici, le pélodite ponctué, qui est une espèce rattachée finalement aux prairies humides inondables. Donc, c'est plutôt une information intéressante. Quand on calcule la note en 2016, donc on voit que la note est plus élevée qu'en 2017. Alors pourquoi? Parce qu'en 2017, on avait, donc par rapport au peuplement attendu, on n'avait finalement aucune espèce qui était liée à la liste de référence. Alors ce qui est un peu étonnant, parce qu'il se trouve qu'en 2017, on avait une donnée intéressante qui était le pélodite ponctué, qui est vraiment inféodé à ces prairies, qui est présente sur ces prairies humides. Mais en réalité, voilà, cette espèce-là n'est pas intégrée dans les listes de référence sur les marais littoraux, tels que le marais de Garandon. Donc en fait, dans la fiche, vous verrez qu'on comprend un peu mieux, puisqu'on ne recommande pas forcément, même chose, de réaliser cet indicateur sur ce type d'habitat. Tout simplement parce qu'il n'est pas performant. Bon, on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est vrai qu'il est beaucoup plus parlant, type sur les fonds de vallée, les tourbières, mais sur les marais un peu salés, les marais saumâtres, il n'est pas forcément fiable. Mais voilà, là, on était dans le test. Donc, l'idée, c'était de tout tester sur tout type de milieu. Donc, sur le marais de Garandon, voilà un petit peu les résultats trouvés. Alors, même chose, un peu comme les odonates, on a deux... Ah oui. Alors, il y a une question. Cet exemple de Garandon permet de comprendre pourquoi les amphicapes n'ont pas été retenus, car ils échantillonnent principalement des urodèles et non des anoures. Oui. Alors, alors, il se trouve que lors des tests, on avait, donc en 2016-2017, on avait quand même mis les amphicapes. On s'était quand même accordé le droit de tout tester. Voilà, c'était les années vraiment où c'était l'occasion ou jamais, si on souhaitait adapter le protocole, de rajouter ces informations-là. Donc, il y a vraiment, voilà, les amphicapes étaient placés dans les deux mares. Après, on est sur des mares temporaires. Et en réalité, les mares n'étaient plus en eau sur la dernière période d'inventaire des amphibiens, voire même à partir de la deuxième période. Donc, on avait finalement très peu de données en soi. Donc, ce n'était pas le meilleur des sites. Alors, j'ai fait le choix de vous évoquer Garandon parce que justement, c'était un peu pour vous évoquer tous les aléas qu'on pouvait rencontrer et comme quoi c'était important de bien cibler les indicateurs.
Mais là, en attendant, on ne disposait que de mares temporaires. Donc, on voit bien la limite pour ces indicateurs. Voilà, j'espère que j'ai pu apporter de l'information. Donc, je poursuis. Donc, pour cette première analyse, donc là, on évalue la qualité du site, donc avec toujours cet aspect d'intégrité du peuplement. Donc, on a cet indice de diversité de Simpson. Alors, en réalité, les informations que l'on va avoir via les fiches terrain vont pouvoir être transmises un peu sur une échelle de ce type, c'est-à-dire sur la diversité du peuplement. Donc, on voit qu'il y a une différence en 2016 et 2017. Donc, voilà, l'indice transmet vraiment, enfin, l'indice révèle vraiment que plus il est grand et plus on a un nombre d'espèces élevé. Alors, ça ne prend pas forcément en compte les espèces rares, c'est vraiment en soi le nombre d'espèces. Donc ça, c'est une première information. La deuxième, c'est la contribution des espèces sténoès. Donc, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux espèces qui sont présentes dans la liste départementale. Donc là, c'était la liste de Loire-Atlantique. Et on s'intéresse également aux espèces qui sont présentes dans la maille de 10 km². Donc là, c'est la même chose, c'est une autre liste de référence. Donc, c'est les espèces que l'on détermine vont être comparées à la fois à la sténoétie brute et à la sténoétie relative. Et donc là, c'est un exemple en fait de mise en valeur de vos informations. Donc, c'est via une grille colorimétrique. Donc, moi, j'ai réalisé ça sur fichier Excel. Donc, on voit un peu le premier point donc, de 2016 qui est en soi un peu trop rapproché de 0. Donc, ça révèle vraiment qu'on n'avait pas forcément de l'information intéressante pour avoir un indicateur parlant. Mais en tout cas, voilà, plus le point se rapproche de 0 et moins l'information est viable et fiable. Voilà un petit peu. Donc on dit qu'il est surtout, chercher le terme, mais il est dégradé en fait. Plus le point se rapproche de 0 et plus on a un peuplement dégradé. Voilà, mais en soi, l'information est quand même biaisée puisqu'on était sur une typologie de zone humide qui n'était pas forcément recommandée pour appliquer l'indicateur. Voilà, donc ce mode de représentation est intéressant pour rendre compte en fait de la trajectoire d'évolution du site. Donc là, on est toujours sur l'idée d'évaluer l'état global de la zone humide. Donc, grâce à l'intégrité du peuplement d'amphibiens, on identifie un peu la trajectoire d'évolution du site, tout comme les odonates. Alors, il y a une nouvelle question. Ce protocole est-il intéressant pour des mares nouvellement créées? C'est une bonne question. On n'a pas eu ce cas-là encore, puisqu'on est plutôt sur de la restauration et non de la création. Donc, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. Après tout, si on part de 0, voilà, ça peut, pourquoi pas, donner une idée, bien sûr, de l'intégrité du peuplement suite à la création de cette mare. Pourquoi pas? Ça peut être testé. Ouais, pour moi, Armel Dos qui parle, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de raison pour laquelle ce ne serait pas utilisable. Justement, dans le temps, on va voir l'évolution de l'indicateur qui va montrer si la mare est vraiment intéressante, justement, pour avoir des groupements d'espèces correspondant à ce qu'on attendrait quoi, dans ce type de milieu. Donc, pour moi, la réponse est oui. Ok. Donc voilà, j'arrive sur
Alors, ok, merci de votre retour. Donc, j'arrive sur les dernières diapos. Donc, une synthèse de ces résultats. Donc là, j'ai repris en fait le tableau initial là, quand j'avais listé les indicateurs et protocoles. Les années avec en face la note indicatrice. Et puis, voilà, une petite représentation de l'évolution. Donc, on voit qu'il y a du rouge, hein, il y a une diminution de notes, mais voilà, il faut prendre avec des gants hein, ces résultats, puisqu'on n'a vraiment qu'une comparaison voilà, 2016-2017. En réalité, il vaut mieux faire un suivi tous les 5 ans à peu près quand on veut évaluer l'état de la zone humide. Les limites que l'on a rencontrées sont assez nombreuses finalement lors de ce test. Alors, je vois une question. Pardon, je me permets du coup de... Ah non, c'est bon. Non, pardonnez-moi. Donc, les limites, donc il faut plus de 2 ans de données, évidemment, pour analyser une tendance d'évolution. Alors, imaginez quand on n'a qu'une note, hein, voilà, en soi, on ne peut pas en faire grand-chose, à part une représentation graphique qui peut déjà donner une information hein, en soi. La typologie 3 n'est pas forcément adaptée à tous les indicateurs, ou plutôt l'inverse, les indicateurs ne sont pas forcément tous adaptés à typologie 3. Donc la typo 3, c'est les marais, les lagunes côtières, notamment avec la salinité. Donc, on a pu le voir sur les odonates, les amphibiens, et puis vraiment cette notion de mare temporaire, où c'est vrai qu'au début, c'est bien quand on identifie les mares, mais quand au cours de l'année, elles ne sont plus présentes, ben forcément, on perd de l'information. Même chose, le fait qu'on soit en partie inondé comme ça avec de l'eau salée, on a perdu des sondes piézométriques. Donc, le sel a vraiment abîmé du matériel. Et tant que je suis sur les piézomètres, je rejoins Armel sur le fait qu'il faut absolument protéger les piézos sur des sites pâturés, puisque même chose, on a perdu des données parce que les vaches en se frottant sur les piézos, avaient extrait le matériel. Donc, on a perdu sur des pas de temps assez importants des données. Donc, autre limite, c'est la présence des bovins qui sont venus pâturer, donc un peu perturber l'inventaire flore. Voilà, dans l'ensemble, bon, j'ai tout évoqué. Donc, c'était pas forcément l'exemple le plus sympa avec le suivi après travaux, mais bon, voilà, ça donne déjà une indication des limites et puis vraiment de l'importance du choix des indicateurs à suivre. Donc, je termine sur cette partie-là. Donc, là, maintenant, c'est ma dernière diapositive sur l'accompagnement et les formations. Donc, là, vous pouvez d'ores et déjà noter le 19 novembre, on fera une webconférence pour découvrir la calculette Ligero. Initialement, c'était prévu en Bretagne, mais bon, avec les conditions sanitaires, on va faire ça en webconférence, ce sera possible. Et puis, dès l'année prochaine, vous avez des thématiques en Bretagne qui seront intégrées dans la formation, et puis proche de la Bretagne. Donc, c'est vraiment Bretagne, Pays de la Loire. Donc, vous pouvez retrouver la flore, une formation sur les odonates amphibiens, l'indicateur trophique également, si vous êtes gestionnaire de sites en marais littoraux. L'indicateur trophique peut être pertinent à ce moment-là. Et vous aurez normalement une formation sur la pédologie. Voilà, donc tout ça, c'est pour l'année prochaine. Et puis, vous pouvez voir sur le reste du bassin qu'il y a également d'autres formations d'organiser. Donc, il y a un trou ici. Bon, faut pas... C'est normal parce qu'en réalité, cette année et puis en 2019, les formations étaient principalement concernées sur, entre autres, la région Centre-Val de Loire.
Voilà un petit peu les différents éléments sur l'IGERO. Pour ma part, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Merci Audrey pour cette information. Et c'est vrai que l'Agence de l'eau souhaiterait voir un peu généraliser l'utilisation de ces indicateurs LIGERO. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait les présenter à l'occasion de cette journée de formation. Voilà, donc il faudra garder un œil, comme disait Audrey, sur les formations à venir pour justement apprendre à faire les relevés sur le terrain et puis pour utiliser aussi les calculettes qui permettent d'obtenir les indicateurs donc, de suivi de cette mallette. Voilà. Non, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, je voulais rappeler donc on reste disponible autant Audrey que moi-même pour répondre à vos questions sur les indicateurs de suivi. Et donc, vous rappelez que moi, j'ai du temps sur la Bretagne pour venir vous accompagner sur vos projets de restauration de zones humides, donc aussi bien pour l'aspect travaux que pour l'aspect suivi. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur vos différents projets. Alors, je voyais une remarque. Le site internet LIGERO n'est pas accessible. Donc, a priori, il y aurait un problème. Bon, c'est plutôt rare. Hein. Dans l'ensemble, le site est accessible. Alors là, je ne sais pas en plus, au vu des conditions sanitaires, si ce problème sera réglé prochainement. Bon, en attendant, gardez en mémoire l'adresse. Et puis, voilà, toutes les informations, à la fois sur les formations, je le répète, hein, sur les fiches. Et puis, la calculette, voilà, tout ça est téléchargeable sur ligerozh.org.